En humanisme, l'idée est de vous emmener vers votre mythe, avec quel Dieu vous dialoguez en fait, au plus profond de vous. En tant qu'astrologue dite humaniste, je surfe en fait sur plusieurs disciplines en une seule. C'est-à-dire que moi je dois travailler avec de la psychologie. Je vais travailler également avec la mythologie, grecque et romaine. Une fois de plus, pour mettre la personne en contact avec son mythe, et donc avec les archétypes et ses dieux intérieurs. Vous allez voir que tout ça fait 10 astres, il y a aussi l'ascendant, 12 maisons. Se baser essentiellement sur ce qu'on appelle le signe solaire ne fait absolument pas sens en astrologie. On est obligé d'aller chercher comme dans tout le thème, et autant il va y avoir des éléments qui vont renforcer le signe solaire, autant il y aura des éléments qui vont au contraire le mettre en bas. Quand on étudie un thème de naissance, ou plus précisément quand on étudie un signe, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir la profondeur. Est-ce que pour vous, les astres influencent? Il n'y a pas de raison qu'ils nous influencent. Pas non plus. Les connaissances, peut-être pas, mais le ressenti, oui. Eh ben non. Et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Sur les Sentiers Oubliés qui parle de philosophie, de connaissance de soi et du monde. Alors comme je l'ai annoncé dans la vidéo d'introduction, le principe de cette chaîne c'est de proposer des exposés sur différents thèmes, mais aussi de diffuser des échanges, des interviews ou des conférences. Alors aujourd'hui je vous propose une conférence de présentation de l'astrologie humaniste animée par Audrey Chevalier, astrologue, formatrice en astrologie humaniste et thérapeute. Cette présentation s'est déroulée dans le cadre d'ateliers philosophiques que je propose plusieurs dimanches par mois depuis octobre dernier à l'Appel aux idées à Sarlat, en Dordogne. Donc l'Appel aux idées, c'est un tiers-lieu associatif qui permet le lien social, les rencontres, l'entraide, à travers un café associatif, un espace de travail partagé, guide asso qui aide les autres associations à approfondir et à améliorer leur fonctionnement. Cette association propose aussi des actions de mobilisation et des ateliers de différentes activités. J'ai donc proposé à Audrey d'intervenir parce que pour moi l'astrologie c'est un outil de connaissance de soi extrêmement poussé qui par sa teneur symbolique et donc synthétique peut permettre d'en apprendre beaucoup sur soi et sur le monde, que ce soit donc à un niveau métaphysique, archétypal, ou à un niveau plus psychique, psychologique et physiologique, les deux niveaux étant liés, bien entendu. J'ai d'ailleurs rencontré Audrey à l'occasion de l'étude de mon propre thème. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance en termes de psychologie et de mythologie, et que j'apprécie beaucoup humainement. Voilà, donc je vous laisse écouter cette conférence. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux. Vous voyez quand même de derrière au fond là? Ouais. Mon chignon, il me gêne. Alors le chignon du monsieur gêne, est-ce que... Interdiction de couper le chignon, merci. Donc le chignon gêne, hein, je vous laisse vous débrouiller. Alors aujourd'hui effectivement je voulais présenter ce qu'on appelle l'astrologie humaniste. Et avant qu'on commence, moi j'aimerais juste un peu voir un peu vos connaissances, que vous comprenez de l'astrologie, parce que je pense que vous voyez tous, vous entendez à la radio, vous voyez certainement dans les magazines ce que peut être l'astrologie. Si je suis Verseau, si j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, peut-être meilleure demain, vous avez entendu parler de ça. Alors moi j'aimerais d'abord vous poser la question, qu'est-ce que vous connaissez de l'astrologie? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en comprenez? Qui commence? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors effectivement, il est question d'astres, effectivement de signes aussi zodiacaux. Pour une autre forme d'astrologie, il est question de constellations aussi, ce n'est pas l'astrologie que je pratique. Mais alors je vais vous poser la question autrement, est-ce que pour vous, les astres influencent? Neptune, Pluton qui sont plus loin, est-ce que ça pourrait nous influencer? Donc la Lune, oui, mais Pluton, Neptune, pas sûr. Il n'y a pas de raison qu'ils nous influencent. Pas non plus, puisque la Lune, on manque la Lune. D'accord. On n'en a peut-être pas conscience. Ok. Est-ce que tout le monde a à peu près cette idée-là?
Ça pourrait nous influencer. Ou ça nous influence, c'est catégorique, ça nous influence. Le soleil nous influence certainement beaucoup. Alors, il a un impact sur notre environnement, je pense que c'est assez clair. Mais alors, qu'est-ce que vous mettez derrière le verbe influencer? On ne comprend pas tout. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la pleine lune, on a une énergie incroyable. Au solstice, aux équinoxes, l'énergie est forte aussi. Là, il vient d'y avoir un alignement de 4 planètes, on l'a bien senti. Alors, les connaissances, peut-être pas, mais le ressenti, oui. C'est un impact, en fait. C'est un impact plus ou moins fort ou ressenti. Donc, je dirais presque à l'unanimité, les astres nous influencent. Eh ben non. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer en fait un peu comment ça fonctionne. Et vous allez voir que nous, en tant qu'humains, on a un impact assez important sur nos vies quotidiennes. Et cette relation qu'on a avec les astres, elle est là, l'influence. Vous allez voir qu'en fait, c'est parce que nous rentrons en relation avec eux qu'il y a une influence. Et je vais vous montrer ce petit schéma-là, comment il fonctionne. Donc on est d'accord, la lune, les marées, le soleil, au printemps, on voit bien que la nature revient, etc. On est d'accord sur ce point. Mais en ce qui concerne les autres astres, c'est-à-dire tous les astres à partir de Vénus en allant jusqu'à Pluton, eh bien, il y a autre chose en plus en fait, qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, on va commencer par le commencement. Est-ce que vous avez tous entendu parler de cette grande octave Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Facile. Elle a été facile cette question-là. Alors sachez-le, derrière cette grande octave se cachent les secrets de l'univers. Pythagore lui-même avait trouvé les secrets de l'univers derrière cette grande octave. Alors vous retrouvez ça aussi beaucoup dans la gnose, vous retrouvez ça dans la Kabbale, dans l'arbre des séphirotes, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et on part en fait du Do pour aller jusqu'au Ré. Donc Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, dans ce sens-là. Alors le Do, c'est le Dominus. Grosso modo, c'est le grand architecte au-dessus de nous. C'est le Big Boss. Bon, a priori, il avait l'air de s'ennuyer à ce moment-là, parce que le Do, si vous regardez bien, il est dans une partie qui s'appelle l'Océanos. Océanos qui signifie l'océan, les eaux primordiales. Et c'était un peu plat, il s'ennuyait un petit peu, il trouvait ça un petit peu plat. Donc, il ou elle, peu importe, a poussé un souffle, le prana, ce qui a créé une onde vibratoire que vous connaissez plus manifestement par le Big Bang. Donc, quand il a soufflé sur cet océan, qui était non manifesté, qui n'était pas vraiment avec une conscience, et bien à partir de là, il y a une rupture qui s'est créée. Et un ensemble de lois ont fini par se créer elles aussi. Alors, on a notamment, en premier lieu, la création de l'esprit, ce qu'on appelle le Sidereus Orbis, que vous retrouvez dans les constellations. Alors après, quelle définition on donne à l'esprit? Donc l'esprit est une conscience avec une volonté, un désir qui va s'incarner dans notre quotidien. Et déjà à partir de l'esprit, on commence à avoir des lois. Deux lois. C'est la fameuse dualité. Vous avez tous entendu parler de ce mot-là, la dualité. Et quand on parle de dualité, on l'entend souvent sous une connotation très péjorative. On entend conflit. Alors en fait, la dualité, dans sa définition plus originelle, c'est la création de deux opposés qui sont essentiels à la création. Et on est tous constitués de ces deux opposés. Donc quand vous rentrez en thérapie, vous sentez que ça travaille dur. Qui a déjà fait une thérapie a déjà vu ces sentiments de grands mouvements intérieurs, d'anxiété un peu qu'on traverse. Eh bien en fait, c'est la jonction du moi, de votre conscience de tous les jours, et de votre inconscient plus profond qui commence à se retrouver. Ce sont deux polarités qui se retrouvent. Et ça, c'est tout le temps. Donc ce qui se passe en haut est comme ce qui se passe en bas et inversement. Donc on continue, on descend dans le Lacteus Orbis, qui est la voie lactée. On continue avec le Soleil et ce qu'on appelle le Fatum, le monde planétaire. Donc ça, c'est les Grecs qui appelaient le monde planétaire. Donc il n'y avait que 7 astres à l'époque. On voyait le Soleil, la Lune jusqu'à Saturne, sachant qu'Uranus a été découvert, je crois, au XVIIIe siècle de mémoire, Neptune au XIXe et Pluton en 1930. Donc, vous voyez que ces 3 astres sont quand même très récents, leurs découvertes sont très récentes à l'échelle de l'humanité. Donc on ne travaillait qu'avec le Soleil, la Lune,
Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne à cette époque, et ce pendant une époque très avancée. Donc le fatum, c'est le monde planétaire, dans lequel est inscrit notre destin. Et là, c'est pareil, on peut se poser la question de notion de destin. Et enfin, on arrive sur Terre. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle le mixtus orbis, le monde imparfait selon les Grecs. Et c'est vrai qu'il est bien imparfait, ce monde, mais pourtant il est essentiel pour notre croissance. Dans le mixtus orbis, c'est là que vous prenez chair, c'est-à-dire que c'est là que vous venez au monde, que vous vous incarnez. Et quand on va dresser le thème de naissance, on va s'appuyer sur ce moment, en fait, de la naissance. Alors d'après vous, à quel moment on va pouvoir dresser le thème de naissance? On sait qu'il est question de lieu, de date et d'heure. Mais est-ce que c'est quand le bébé sort du ventre de sa maman? Est-ce que c'est quand on coupe le cordon ombilical? Ou à quel autre moment, en fait, on pourrait dresser le thème de naissance? Alors, ce n'est pas sur la conception, c'est vraiment au moment de la naissance. Vous disiez, madame? Quand il pousse son premier cri. Parce que quand il pousse son premier cri, il reçoit le premier souffle, totalement à l'image de ce qui se passe vers Okéanos. Donc c'est le premier cri, à l'heure exacte où il va être poussé, qu'on va pouvoir dresser le thème de naissance. Et vous avez tout à la fin ce qu'on appelle Regina Astris, le monde de la Lune, qu'on a beaucoup craint, notamment à la période de l'Antiquité, parce que le soleil est arrivé, le calendrier solaire est arrivé au beau milieu de l'Antiquité, mais la Lune, on la craignait. Les primitifs la craignaient énormément parce que par moments, elle était pleine, par moments, elle n'était plus, et on considérait même que si une femme tombait enceinte, c'était grâce à la Lune. Donc toute la vie, l'agriculture, même le symbolisme, était en fonction de la Lune. Les choses ont changé parce qu'après, notre société s'est orientée sur le soleil, et le patriarcat a pris sa place, notamment grâce à l'apparition du symbolisme solaire. Louis XIV savait exactement ce qu'il faisait en se faisant appeler le roi soleil. Très brillant. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair sur cette descente en fait, dans la matière de l'incarnation et de cette multiplicité de lois qui se créent? Donc quand on arrive vers le mixtus orbis sur la Terre, on a, je crois, à peu près 72 lois. Des lois karmiques, dharmiques, et donc qui vont régir notre quotidien. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair jusqu'ici? Ou est-ce que vous avez besoin que je répète? Non? Pourquoi la Lune arrive en dernier? Moi, c'est ça que... Eh bien parce qu'on considère que la Lune, enfin en tout cas à la période de l'Antiquité, était l'astre en fait qui régissait la vie des hommes. Voilà pourquoi on la craignait autant. Et on lui a donné plein de noms à cette Lune. On l'a appelée Hécate. Je pense que vous avez tous entendu parler de la titanide Hécate, cette déesse à 3 faces qui représente la nouvelle lune, la pleine lune. On avait également la déesse Artémis, on la connaît, Diane, la chasseresse. Donc la lune était vraiment représentative au moment de l'Antiquité comme étant la déesse. D'ailleurs, on priait une déesse, on ne priait pas un dieu à cette époque-là. Elle était considérée comme l'astre en fait qui nous conduisait, qui nous drivait en fait dans notre quotidien. Voilà, et une fois qu'on a terminé ça, on remonte. Quand on passe de l'autre côté, vous savez comment ça se passe? Quand on passe de l'autre côté, on migre et on remonte. C'est exactement pareil quand vous rentrez sur une voie de conscience plus profonde. Quand vous allez chercher, je ne sais pas, appelons Dieu, cosmos, la nature, l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, ce n'est pas nécessairement religieux, eh bien, en fait, on cherche à remonter cette échelle. Et Dieu sait que ça se fait à la force du poignet. Pour celles et ceux qui cherchent cette voie de conscience, je crois que vous voyez à peu près de quoi je parle. Est-ce que je poursuis? C'est bon pour vous? Alors le zodiaque dans tout ça. Alors le zodiaque, pour tout vous dire, au niveau de l'histoire de l'astrologie, on ne sait pas trop quand le placer exactement. En fait, bon, c'était pas très compliqué, c'est que les anciens dans l'Antiquité se basaient sur les constellations. Ils voyaient les astres passer, ils voyaient l'astre passer en fonction d'une étoile, ils faisaient leurs petits calculs, etc. Et à partir de là, ils ont créé cette bande zodiacale avec des noms d'animaux. Alors, ça vient surtout des Égyptiens. Et cette bande zodiacale, en fait, va aussi servir de calendrier solaire plus tard, aussi dans l'Antiquité. Et on part du principe, alors selon certains astrologues,
que le zodiaque serait l'aura de la Terre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un zodiaque sidéral qui est basé sur des constellations. Ce n'est pas forcément l'astrologie la plus utilisée en Occident. On l'utilise beaucoup plus, notamment en Inde, où ils ont quand même une approche encore très différente de l'astrologie. Nous, on utilise ce qu'on appelle l'astrologie tropicale, c'est-à-dire une astrologie qui est basée sur les saisons. Donc on a parlé d'équinoxe et de solstice et du changement des énergies à ce moment-là. Donc c'est ce qui se passe notamment. Vous avez l'équinoxe qui va être représenté par le signe du Bélier. Donc ça, c'est quand le soleil passe dans le signe du Bélier. Et vous avez l'inverse, l'équinoxe d'automne, qui correspond au moment où le soleil passe dans le signe de la Balance. Et vous avez les solstices, dont un qu'on vient de traverser récemment. Le solstice d'été, où le soleil va passer en Cancer. Et pour l'hiver, c'est quand le soleil passe en Capricorne. Et ensuite, on a coupé, c'est Ptolémée, qui était un mathématicien et astrologue du 1er siècle. Il est né en l'année 100, il est décédé en 168. C'est lui qui est à l'origine notamment de ce qu'on appelle le zodiaque tropical, c'est-à-dire en se basant sur le mouvement du soleil et sur les saisons. Alors j'ai une question justement par rapport à c'est peut-être parce que c'est un zodiaque tropical justement. Oui. J'ai entendu que le cycle de reproduction de la vie est de 28 jours. Oui. Et que du coup nous n'avons pas 12 signes zodiacaux, mais un peu plus puisque là on est sur à peu près 30 jours. Oui, alors en fait, le zodiaque tropical, il est sur 12 signes. C'est en sidéral qu'on en retrouve un 13e, qu'on appelle le fameux Serpentaire. Mais la constellation de Serpentaire, elle est à cheval notamment sur le Scorpion et sur le Sagittaire. Donc le Scorpion, finalement, en termes de constellation, serait un tout petit signe. Et le Sagittaire serait un signe beaucoup plus élargi. Et la constellation de Serpentaire est sur les deux. Donc moi, ce n'est pas l'astrologie que j'utilise. Donc je n'irai pas sur un terrain que je maîtrise beaucoup moins. Mais en tous les cas, l'astrologie tropicale, elle repose sur un calendrier solaire, qu'il fallait découper les mois en 30 jours. On a repris le nom des constellations qu'on a donné au nom de ces mois. Alors après, les choses ont changé avec le temps, parce que ça remonte à l'Antiquité. Donc, autant vous dire que ça a bien changé depuis ce temps-là. En revanche, ce que vous appelez les 28 jours, c'est beaucoup plus le cycle de la Lune. Et on a, avec Regina Astris, effectivement, c'est beaucoup basé sur les cycles lunaires, qu'on retrouve aussi chez la femme, par son propre cycle, de fait. La pleine lune qui correspondrait à l'ovulation, notamment, et la nouvelle lune qui correspondrait au premier jour des règles. C'est pas le même zodiaque. Mais il me semble qu'en Orient, en Inde aussi, ils utilisent encore la lune pour travailler en astrologie. Donc nous, en Occident, on est quand même beaucoup plus axé sur du masculin, sur du soleil. Donc, on est sur une astrologie tropicale. Mais elle fait son effet. Elle fait son effet, malgré tout. Je vous en prie. Donc, le travail de tout ça, c'est que dans chaque signe, vous avez des symboles. Donc, vous avez tous lu certainement votre signe dans un magazine ou l'entendu à la radio. Vous êtes Bélier, vous êtes impulsif, n'est-ce pas? Vous êtes Cancer, vous recherchez la tendresse et de la sécurité. Et vous êtes Scorpion. Bon, alors là, les Scorpions, j'ai beaucoup de Scorpions moi-même. On a très mauvaise presse. C'est pour ça que je m'habille en noir, d'ailleurs. Alors, quand on travaille avec un signe, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves, pour ma part, en tant qu'astrologue dite humaniste, je surfe en fait sur plusieurs disciplines en une seule. C'est-à-dire que moi, je dois travailler avec de la psychologie pour aider la personne à rentrer en contact avec ses profondeurs. Je vais travailler également avec la mythologie grecque et romaine. Une fois de plus, pour mettre la personne en contact avec son mythe et donc avec les archétypes et ses dieux intérieurs. Et vous allez voir que tout ça fait sa différence. Alors quand on étudie un thème de naissance, ou plus précisément quand on étudie un signe, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir la profondeur. Je suis ascendant Scorpion, donc je vais chercher dans les profondeurs quoi qu'il se passe. J'obéis complètement à mon mythe totalement plutonien. Donc, si je reprends le signe du Bélier, est-ce qu'il y a des Béliers parmi vous? Belle équipe. On a dû vous dire que vous étiez très impulsif, entêté. On vous a jamais dit ça? Si. C'est vrai. Enfin, c'est vrai? Bah attendez.
On est complètement d'accord, on est complètement d'accord. C'est quelque chose que vous avez entendu aussi, qui était impulsif. Qu'est-ce que vous avez entendu sur le bélier? Oui, enfin si, impulsif, mais moi je me sens pas, quand je lis par exemple la mission pour les béliers, je me sens pas du tout bélier, je me sens poisson. Mais après je suis vraiment à la limite, je suis le 21 mars, donc à la bascule, en fait, poisson-bélier. Je sais pas si ça joue, mais en tout cas moi je me sens pas du tout. Oui, il faudrait... Avoir quelques... Il faudrait tous vos coordonnées de naissance, qu'on regarde dans des éphémérides, et c'est comme ça qu'on va savoir si vous êtes poisson ou bélier. Alors après, il y a quand même 10 astres, il y a aussi l'ascendant, 12 maisons. Se baser essentiellement sur ce qu'on appelle le signe solaire ne fait absolument pas sens en astrologie. On est obligé d'aller chercher comme dans tout le thème, et autant il va y avoir des éléments qui vont renforcer le signe solaire, autant il y aura des éléments qui vont au contraire le mettre en berne. Donc, pour celles qui sont béliers, parce que je crois qu'il n'y avait pas d'homme qui était bélier, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il correspond à l'équinoxe de printemps. Alors, pourquoi il est impulsif? Moi, ce que j'enseigne à mes élèves, je ne veux pas que vous disiez en séance, les béliers sont impulsifs. Parce qu'en fait, la personne, elle le sait qu'elle est comme ça. Ce qu'elle veut comprendre, c'est pourquoi elle est comme ça. Et peut-être que même la société lui dit que d'être impulsif, c'est pas génial. Qu'elle devrait se mesurer. Eh bien, on va l'aider à comprendre, en fait, quel est le mythe qui est derrière ça. Donc, le bélier, pour vous donner une petite idée, c'est le signe qui est relié à la tête, le chakra coronal. Vous avez déjà entendu parler du chakra coronal, chakra qui est juste ici. Donc en fait, le bélier reçoit une intuition, selon Jung, pas l'intuition telle que nous on l'entend, mais l'intuition venant d'ailleurs, une intuition qui viendrait de l'âme, si vous voulez, plus clairement. Et l'âme, en fait, ce qu'elle veut, dans les signes de feu notamment, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est impulser l'individu pour qu'il aille dans l'expérience. L'idée étant pour lui qu'il gagne en connaissance de soi. Donc pourquoi le Bélier est impulsif? Parce qu'il est poussé par cette pulsion de vie. Il est poussé par l'envie d'aller dans l'expérience. Alors après, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Vous retenez, vous y allez une bonne fois pour toutes, mais en tous les cas, moi c'est ça que j'apporte en astrologie. C'est expliquer pourquoi, donner du sens. Vous prenez le lion. Le lion aussi, parce que c'est un signe de feu, est mené par l'intuition. Qui est lion ici? Ah oui, quand même. Il y a du monde lion. Alors, l'intuition du lion, elle ne va pas passer par le chakra coronal comme c'est le cas du bélier, ça va passer par le cœur. Et c'est la raison pour laquelle le lion est poussé par des élans du cœur. En fait, il va devoir apprendre à gagner en courage. Là où le bélier est brave, j'y vais mais j'ai peur, le lion doit apprendre à y aller avec le courage et faire confiance à l'intuition de son cœur. Alors il y a du chemin avant d'arriver là. Ça, c'est le principe du signe. Mais avant d'atteindre cet état de grâce, effectivement, la vie va vous chahuter jusqu'à ce que vous compreniez. Vous voyez de quoi je parle? Non, sinon, à part ça, le lion se pavane quand il n'a pas encore compris qu'il fallait qu'il soit dans le cœur. Mais vous voyez à peu près l'idée de ce qu'on doit dire derrière un signe. Vous dire le comportement n'a pas de sens. On reste sur l'extérieur. Et en humanisme, l'idée est de vous emmener vers votre mythe. Avec quel Dieu vous dialoguez, en fait, au plus profond de vous. C'est clair jusqu'ici? C'est pas trop perché? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Bon. Ça va redescendre. Ah, je suis pas sûre, finalement. Je suis en train de penser à Jung, là, je suis pas sûre que ça redescende. Mais c'est à peu près clair pour tout le monde, ce concept, ces notions? Ouais? Alors, on revient on fait un aparté très rapide sur ces fameux équinoxes. Et on va parler des signes fixes et des signes mutables. Donc ça, c'est ce que j'enseigne à mes élèves en première année, au premier module. Donc, on a parlé des équinoxes et du solstice. Jusqu'ici, tout va bien. L'équinoxe de printemps, vous voyez, relié au bélier, signe de feu. Équinoxe d'automne, on en a parlé, relié à la balance. Solstice d'été, le soleil passe en cancer. Et solstice d'hiver, le soleil passe en capricorne. Qui connaissait ces notions-là? Pas trop? Alors, ces 4 signes, c'est ce qu'on appelle des signes cardinaux. Parce qu'en fait, ils marquent le début des saisons. Début du printemps, début d'automne, début d'été, début d'hiver. Je pense qu'on avait compris. Donc, au niveau du symbolisme, on va essayer de comprendre
qu'est-ce qui se cache en fait derrière ces signes cardinaux? Parce qu'une personne, par exemple, qui aurait 4 planètes en balance ou 4 planètes en bélier, elle va être très marquée par les signes cardinaux. Et ce qui va arriver à cette personne, c'est qu'elle va souvent être prise de jaillissement. On retourne un peu sur cette notion d'impulsion. Pourquoi? Eh bien parce que les signes cardinaux impulsent eux aussi la personne dans l'existence. Alors, chacun après à sa façon, évidemment. Donc la balance, par exemple, nous impulse dans la relation à l'autre. Premier signe collectif, du bélier jusqu'à la vierge, vous avez des signes individuels, la construction du moi, de ma personne, et de la balance jusqu'au poisson, ce sont les signes collectifs. Donc à partir de la balance, je rentre en contact avec l'autre, je suis impulsée dans ma rencontre avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En Capricorne, en fait, je suis impulsée par les lois du cosmos. Le Capricorne est un signe qui aime prodigieusement les lois, les règles. Qui est Capricorne ici? Nous voilà sauvés. Il y a du cancer parmi nous ou pas? Il y a du cancer? Bon, juste un cancer. Avec une tripotée de lions qui restait dans le fond de la salle. C'est rare quand même, de les voir dans le fond de la salle. Alors, en ce qui concerne le signe du cancer, on est beaucoup plus impulsé pour aller se comprendre. On arrive sur une triade, le cancer, le lion et la vierge, où on cherche une conscience un peu plus profonde de soi. Et qui passe notamment par la notion de besoin, de tendresse, d'être reflété par l'autre, d'être regardé, d'exister dans le regard de l'autre. Et on a une époque où on vous dit qu'il ne faut pas trop prêter attention à ça, mais en fait, il n'y a pas plus important que d'être reflété. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les signes fixes, qui vont marquer le milieu des saisons. Donc vous allez avoir le taureau, vous allez avoir le lion, on en a parlé tout à l'heure, le scorpion et le verseau. Des signes qui sont marqués par l'émotionnel, mais qui sont marqués aussi par l'amour. Non pas les états amoureux, non pas les sentiments, mais l'amour, le véritable amour, l'amour cosmique, grosso modo. Là, on est perché. Là, on est perché. Mais pour ceux qui ont cette expérience, vous voyez de quoi je parle. Donc, on a ces 4 signes, puis on va voir ensuite ce qu'on appelle les signes mutables, qui marquent la fin des saisons et qui commencent à nous préparer à autre chose. Donc, vous avez les Gémeaux, la Vierge, signe très mercurien, des signes beaucoup d'exploration et d'analyse. Vous allez avoir le Sagittaire, où on communique beaucoup par la métaphore et par l'enseignement, et les Poissons, le monde du symbole. Mais l'idée des signes mutables, c'est de préparer la personne vers une nouvelle énergie. Alors, si vous avez un individu qui présente beaucoup de planètes dans les signes mutables, le risque étant qu'elle se disperse. Parce que ça bouge. En fait, ça cherche tellement à bouger, à passer à autre chose, que le risque étant qu'elle se disperse. Y a-t-il des Gémeaux parmi vous, à part toi, Emmanuel? Non, personne? Des signes mutables, Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Poisson? Belle équipe. Vierge. Vierge? Très bien, parfait. L'axe Vierge-Poisson, c'est complémentaire. Est-ce que c'est clair pour vous, cette notion-là? Ça va, c'est pas trop... Non? Bon. Bah, je continue alors. On veut la suite? Le système solaire. Bon, je vous apprends rien, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Hein. C'est incroyable. Alors, le Soleil, je ne vous le présente plus, je crois que vous l'avez vu, il est bien clair. Vous allez avoir 2 astres. Le tout premier qui est Mercure. Mercure, on va en parler après, je vais vous donner un peu la symbolique des astres. Vénus, la planète toute jaune, là, ici. Vous avez la Terre, on la reconnaît, avec la Lune qui tourne autour. Ensuite, vous avez Mars, qui est en dehors de l'orbite de la Terre. Donc, si vous regardez bien, vous avez l'orbite de la Terre qui est ici, comme ça. Et vous avez Vénus et Mercure qui sont placés entre le Soleil et la Terre. Donc, ces 2 planètes-là, on les nomme planètes intérieures. Et vous allez comprendre pourquoi après. Vous avez Mars, et à partir de Mars, on est sur ce qu'on appelle des planètes extérieures, c'est-à-dire des planètes qui sont en dehors de l'orbite de la Terre. Jupiter, vous le connaissez, Saturne et ses anneaux, qui apparemment sont en train de se désintégrer.
d'après ce qu'on m'a dit. Je suis en collaboration avec un centre d'astronomie et l'information m'a été donnée il y a peut-être 2 semaines à peu près. Donc je pense qu'on sera plus de ce monde quand ils seront complètement désintégrés. Alors Saturne, Uranus, découvert en 1780, c'est pour ça qu'on l'associe à la planète, à la Révolution, pardon. Neptune, je ne sais pas si vous voyez, parce que je suis un peu devant l'écran. Neptune, 1871, c'est le romantisme, 19e siècle, c'était à la fois l'ère de l'industrie, des sciences dures, c'est la naissance de la psychanalyse aussi, mais c'est aussi l'époque du romantisme. Victor Hugo, donc vous connaissez peut-être un peu le chef-d'œuvre, était un homme profondément neptunien. Et enfin, le tout dernier, là-bas, Pluton. Alors pour les astronomes, ce n'est plus une planète. On pourrait le considérer comme une nanoplanète, potentiellement. Nous, en astrologie, on le garde dans les tuyaux, parce qu'il est quand même coriace. Et il est très associé au signe du Scorpion, notamment, Pluton. Donc Pluton, c'est Hadès, le monde des Hadès, les enfers, mais à prendre au sens grec, c'est-à-dire au sens où on traverse ces enfers pour se purifier. Alors voilà. Est-ce que vous avez déjà vu un... Oui, pardon, madame. Vraiment une question. Oui. Dans les planètes du système scolaire, On l'a, oui, oui. actuellement, il y en a qui sont considérées comme telluriques et d'autres non, d'autres qui sont gazeuses. Et je ne sais pas quelles sont celles qui sont telluriques comme la Terre. Alors ça, c'est une bonne question. On a effectivement des planètes gazeuses, mais les planètes telluriques, je vous avoue ne pas en avoir entendu parler de mon côté. Ben, il y a La Terre, c'est sûr, oui. Ah bah ça, c'est sûr, oui. Il doit y en avoir au moins 3, mais Et Mars. j'ai jamais trouvé... Peut-être Mars, ouais. Ouais. Vénus. Je sais pas. Vénus, ouais. C'est la planète qui est la plus toxique du système solaire. On ne pourrait pas vivre dessus du tout. Parce que des planètes telluriques comme la Terre, qui sont denses, sur lesquelles on pourrait marcher s'il y avait une atmosphère, Mhm. et puis celles qui ne sont que gazeuses, Mhm. qui sont considérées quand même comme des planètes. Ah oui, elles sont considérées comme des planètes, bien sûr. Ah ben complètement, oui. Bah, la Lune, ça reste un... Alors, les astronomes considèrent que c'est un astre mort. Elle dégage quand même une petite poussière en fait, de microparticules qui fait un peu comme une espèce de chevelure. Donc, nous, du côté des astrologues, la Lune est quand même très importante. Et on se demande pourquoi on la considère comme étant morte. Parce que pour nous, croyez bien qu'elle est bien vivante. Enfin, son symbole est bien vivant en tous les cas. Mais on va reprendre en fait la symbolique des planètes. Je pense que vous les avez peut-être toutes plus ou moins vues. Vénus et Mars sont quand même ou la Lune, ça reste quand même des symboles qu'on voit assez régulièrement. Donc, vous avez Mercure et Vénus qui, comme vous le voyez, est dans l'orbite de la Terre. Est-ce que vous savez à quoi correspondent ces deux planètes? Mercure, Hermès. Communication. Comment? Communication. La communication. Vous voyez pas? Mais la guerre aussi. Mercure? Non. Oh non, pas. C'est plus Mars. Ce serait plus Mars. Dans la mythologie romaine, Hermès, c'est le dieu des voyageurs et du commerce. Alors c'est le dieu des commerces, c'est aussi un voleur, Mercure. C'est un voleur, mais c'est pas... Alors il faut vraiment retourner à l'étymologie pour comprendre ça, il faut vraiment retourner aux sources. En fait, Mercure, quand il y a quelque chose qui bloque, ce qu'on appelle une stase, eh bien il va prendre l'objet en question, il va le remettre en circulation. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un voleur. Donc c'est pas au sens négatif, c'est au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il bouge en fait une information, quelque chose qui ne devrait pas rester bloqué. Mais effectivement, c'est le monde d'Hermès, donc c'est le dieu de la communication, c'est le dieu des mots, effectivement, mais c'est aussi ce qu'on appelle un dieu psychopompe. C'est-à-dire que Hermès, son travail, c'était d'aller voir le copain Jupiter, Zeus, là-haut, sur le sommet de sa montagne. Zeus lui disait, dis donc, va voir Hadès, j'ai 2 mots à lui dire. Donc il descendait. Il avait touché 2 mots à Hadès, puis Hadès lui dit, attends, tu vas dire à Zeus de quel bois je me chauffe. Donc il remontait. C'était, je ne sais pas quel métier c'est, c'était pas terrible ce boulot. Mais cela étant, il a réussi à retourner tout l'Olympe, hein, parce qu'il savait, excusez-moi l'expression, cirer les pompes comme personne, à commencer par Apollon. Mais quand on dit que c'est un dieu psychopompe, concrètement pour nous, qu'est-ce que ça signifie?
C'est ce qui nous permet de mettre des mots sur les mots, MAUX. Et c'est ce qui nous permet de trier le grain de livret. Voilà pourquoi il est aussi associé au monde de la Vierge. Il trie le grain de livret. Vous retrouvez ça notamment dans la mythologie et les contes d'Apulée. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Héros et de Psyché ? Psyché qui est sommée par Vénus de trier des graines, elle va être aidée par des fourmis. Eh bien, c'est une fonction mercurienne. Elle fait le tri entre l'inconscient qui prend toute la place et le conscient. Elle va mettre du conscient dans l'inconscient. On met de la conscience dans ses ombres. Et ça, c'est Mercure qui nous aide. Vénus, c'est la préférée de tous à peu près. Vénus, Beauté. la beauté. Le soleil aussi. Mais c'est encore autre chose. La beauté, l'amour, les sentiments. Les sentiments. C'est l'éros. C'est l'éros. Alors, ça peut être l'éros dans sa version la plus noble, mais c'est aussi les sentiments, effectivement. Et notre humanité vit Vénus, notamment, sur le domaine des sentiments, beaucoup plus que sur l'éros. C'est-à-dire quelque chose qui va nous transformer profondément. On a tous été au moins un jour amoureux très fort, au point que peut-être que la vie nous apparaisse différemment. Est-ce que c'est une expérience que vous connaissez ? D'aimer au point où la vie nous apparaît très différente, où on fait lumière aussi sur soi. Ça, c'est l'éros. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de notre société. Ce n'est pas le couple, c'est l'éros. Mais on en a besoin pour se transformer. C'est l'éros. Alors, Vénus, si c'est Vénus Balance, elle va chercher le couple. Mais l'état amoureux n'a pas toujours besoin du couple pour exister. Et c'est ce que nous apprend Vénus, c'est qu'elle nous apprend l'amour pour nous transformer profondément. Voilà. On a tous au moins eu un jour une petite expérience un peu bancale comme ça, qui nous a obligés à voir les choses différemment, n'est-ce pas ? Le fantôme traîne toujours un peu dans le coin. Bon, la Lune, qu'est-ce que vous savez de la Lune ? Réflexion. Là, Réflexion. la réflexion, d'être réfléchi, vous voulez dire ? Non. Ou réfléchir. Comme une miroir. Le miroir, exactement, c'est le Cancer, tout à fait. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre de la Lune ? Quand c'est la pleine lune, je peux pas dormir. C'est chiant, ça. Bah ouais. Ouais, Nous emmerde. Ah tiens. ça fait ça aux autres personnes, et moi ça fait ça. Ça dépend. Il y a des jours avec et des jours sans. Ça dépend des pleines lunes. Qu'est-ce que vous connaissez de la Lune ? Être dans la Lune, c'est-à-dire, je ne sais pas sur quelle planète. On rêve, bien sûr, on rêve. Alors, ce n'est pas les grands rêves, mais c'est les rêves par lesquels on s'évade. C'est l'imagination active. C'est aussi les émotions. C'est avec elles qu'on pleure et qu'on rigole. Ah oui, c'est vrai. Puis quand Mars n'est pas loin, on se met en colère. Mars, alors il va nous intéresser, lui. Qu'est-ce que vous connaissez de Mars ? Il est associé au Bélier et au Scorpion, petit indice. Ouais. Il pique. Ça lui arrive, il n'est pas toujours commode, on est d'accord, oui ? C'est les Romains, c'était la guerre, donc c'est tout ce qui est associé à la guerre. Conflit peut-être, ouais. L'action. L'action, le conflit, effectivement, Arès, chez les Grecs, avait été conçu par Héra, qui était l'épouse de Zeus, de Jupiter en fait. Et Héra était particulièrement furax parce que Zeus a fait un bébé tout seul, à savoir Athéna. Il a fait un bébé tout seul, puis alors Athéna, c'était pas n'importe qui. Hein. On parle de la sagesse, d'une déesse magnifique, et en plus, qui ne se met pas sous les lois de Vénus et sous les lois de l'Éros. Ça rigolait pas. Alors l'autre n'était pas contente. Donc elle lui a prouvé à son mec qu'elle pouvait faire aussi un bébé toute seule, ce qu'on appelle une parthénogénèse. Et elle était tellement furax qu'elle a fait un bébé, un rejeton, qui était le fruit de sa colère. Arès. Donc Mars, c'est effectivement les colères, mais ce n'est pas que ça. Il a quand même quelque chose aussi de très noble, c'est qu'il nous permet de rompre avec le monde de la Lune. En fait, sans Mars, on ne va pas dans la vie. C'est le Bélier. Donc on ne va pas dans la vie. Mars, il est orienté vers Jupiter. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Mars, il vous dit, quand on doit quitter le monde de la famille, celle dans laquelle on a grandi, il va falloir
qu'on soit en conquête de la vie sociale. Donc j'ai mon diplôme, j'ai mon CV, puis je commence à postuler. Et Mars, il va nous donner cet élan de vie. Mars aussi, parce qu'il est aussi associé au Scorpion, il va nous parler de la sexualité. Et c'est souvent ce qui se passe à l'adolescence ou les jeunes années. On va commencer à avoir quelques désirs orientés vers des individus qui sont en dehors de notre système familial. Donc, ils rompent littéralement avec le système familial. Alors, quand il se met au service de la Lune, c'est pour se reproduire, pour faire un bébé. Quand il se met au service de Vénus, c'est parce qu'il veut se battre pour préserver la beauté. Vous voyez ? Et quand il se met au service du Soleil, eh bien, c'est à l'image d'un chevalier qui plie le genou devant son Dieu. Et c'est les fameux Lancelot qu'on retrouve notamment dans la quête du Graal, en fait. Donc, vous voyez que finalement, Mars, c'est pas qu'un résidu de colère, c'est aussi un symbolisme particulièrement profond. J'avance un petit peu. Planète sociale, Jupiter, Saturne. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je m'expans, je sociabilise avec Jupiter et je me confronte à des règles, à des structures avec Saturne. Donc lui, on ne l'aime pas trop parce qu'il nous frustre en fait. Vous le connaissez un petit peu, Saturne ? Il n'y a pas de Capricorne, on avait dit ici. Non. Donc Saturne, il nous frustre. Mais en fait, c'est le meilleur allié qu'on puisse avoir. Parce que certes, il va nous frustrer, mais en fait, il frustre l'enfant intérieur, qui nous empêche de grandir, qui nous possède encore. Et il nous invite à devenir un grand ou une grande, un adulte, en fait, accompli. Et c'est pour ça que quand il commence à nous laisser un petit peu, on se dit, mais heureusement qu'il est passé, parce que j'ai appris à évoluer. Il nous apprend à renoncer aux choses aussi qui ne nous servent plus. Donc c'est vraiment un allié de taille, même s'il n'a pas bonne presse. Et enfin, les dernières, planètes collectives, Uranus, Neptune et Pluton. Uranus que nous associons à l'intelligence de Dieu, pas à prendre au sens religieux, hein. Donc l'intelligence cosmique si vous préférez. Neptune, l'amour de Dieu, et Pluton, la volonté de Dieu. Et effectivement, quand ces trois-là sont en action, alors ça vient surtout chercher des personnes qui sont sur une voie de conscience assez poussée, effectivement, on se soumet complètement à leur symbole. On se soumet totalement à une volonté qui nous dépasse, en fait. Vous les connaissez, ces trois-là ? Donc Uranus, la révolution, on se révolte, mais c'est aussi des intuitions, c'est les mondes platoniciens. Neptune, c'est l'amour, mais alors là, il élève en fait Vénus vers l'Éros. C'est l'amour profond. Et vous avez Pluton, et Pluton nous descend dans nos enfers intérieurs, qu'on retrouve par exemple chez Dante, la comédie humaine, le phénomène de katabas, c'est-à-dire je descends dans mes profondeurs pour aller me transformer. Le tout étant de ne pas rester dans les profondeurs, de ne pas faire du Faust, c'est-à-dire de remonter à un moment donné à la lumière, comme l'épouse d'Hadès, Perséphone, qui permettra ensuite au printemps de revenir. Est-ce que c'est à peu près clair sur ce symbolisme ? J'ai été concise, mais c'est volontaire. Vous aviez vent de ces connaissances-là ou pas ? Pas du tout. Oui, pardon. Alors, en fait, ça représente le temps qu'ils mettent pour faire le tour du zodiaque. Voilà. Donc, vous voyez, Saturne, c'est 29 ans et demi, donc il a 3 cycles. On dit 29 ans et demi, 30 ans, grosso modo. Donc, de 29 à 30 ans, on a tout le karma familial qui s'installe en nous. Et le karma historique, sociétal, qui s'installe en nous. Entre 30 et 60, je fais une remise à jour. Et de 60 à 90, si on va jusque-là, eh bien, je transmets ma propre expérience. Vous voyez qu'on parle quand même de sagesse avec Saturne. Clair ou pas clair ? Pas trop noyé dans les infos ? Parce que je les gave, hein, mes élèves, hein, j'en ai 30. Hein. Ils ressortent de là, ils sont limite en PLS. Hein, mais bon, c'est pour leur bien. Dernier point. Les astres du Soleil jusqu'à Mars, c'est fait pour distribuer, comme je l'ai indiqué, l'énergie solaire. Donc le Soleil, là où il va se placer, va vous montrer quel est votre signe solaire, mais c'est également votre rayonnement, ce qu'on appelle l'ipséité, c'est-à-dire l'individu réel et profond que vous êtes en vous-même. Alors, vous savez comme moi que la société nous influence. L'éducation qu'on reçoit nous influence. Là, pour le coup, ça a plus d'influence que les astres. Et on est conditionné,
en fonction de notre éducation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on évolue, on se détache progressivement du Soleil pour arriver jusqu'à Saturne. Or, lorsqu'on retourne sur un chemin dit d'individuation, c'est-à-dire quand on va chercher l'être authentique en nous, on se dépouille progressivement et nous revenons vers le Soleil. Ça veut dire qu'on revisite tous les symboles. On passe d'un Mercure bavard au silence. On passe du sentiment vénusien à l'amour profond. Vous voyez que c'est quand même très différent. Donc c'est pas fait pour servir le petit moi et l'ego en fait, au bout du compte. C'est fait pour nous aider dans nos tourments. C'est fait pour nous comprendre. Et c'est fait pour nous aider à évoluer. C'est à ça que ça sert l'astrologie. Moins perché ou trop perché? Je réfléchis là. Très bien, très bien, très bien. Ça va m'empêcher de dormir. Ah merde, ça avec la pleine lune, on n'a pas fini. Hein. On aurait dû trouver une date de pleine lune. On aurait dû faire... On aurait mutualisé. Alors, c'était l'astrologue qu'on a parlé ou c'était la pleine lune là ce soir? Je ne sais plus trop. Alors, sachez une chose, quand on travaille en astrologie, on parle déjà à votre conscience. C'est pour ça qu'on parle beaucoup en symboles. Donc en fait, même si le mental ne comprend pas, votre conscience est déjà en train de faire le travail. Très bien. Moi j'aime bien ça. C'est bien, hein? Ouais, c'est cool. Vous êtes de quel signe, madame? Verseau. Verseau. Ah bah, parfait. Ah bah justement, je comprends que ça vous parle. Bah oui, on est dans le... Ouais. Bah oui, Ouais. forcément. Pourquoi Verseau, ça parle en Verseau? Alors le Verseau, c'est ce qu'on appelle le signe en fait qui nous met en contact avec le monde platonicien des idées. Alors, je vais l'expliquer. Platon, vous connaissez? Tout le monde connaît Platon. Le banquet de Platon, le Phèdre de Platon, le Phédon de Platon. Platon, on le connaît, tout le monde connaît Platon. La caverne de Platon. Bon, jusqu'ici, ça va. Mais Platon, en fait, si vous avez lu le banquet, ne serait-ce que le banquet qui parle encore d'amour avec Diotime et Socrate, eh bien, on nous emmène vers un monde d'idées qui n'a rien à voir avec quelque chose qui serait peut-être trop humain. Et c'est la raison pour laquelle on dit du Verseau qu'il est intuitif. C'est parce que c'est ces fameuses idées, c'est le fameux Eureka d'Einstein. Alors, il y a l'ère du Verseau. Un jour, on ne sera plus de ce monde quand il sera là, l'ère du Verseau. Mais c'est un signe, en fait, qui, même s'il est masculin dans notre métier, il déverse des eaux sur les lotus de la Terre, donc les 7 chakras de la Terre. Il déverse le féminin. C'est les eaux de la Jérusalem, magnifique. Au boulot, là, hein, parce que c'est un peu le bordel quand même dehors. Hein. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'arrête pour la symbolique. Est-ce que ça va jusqu'ici? On redescend un peu sur Terre? Non? Bon. On est bien perché. On est bien perché, hein? Pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça, hein, ça change. Je sais pas, est-ce que j'ai encore un peu de temps là? Je sais même pas quelle heure il est. J'ai aucune notion de l'heure. Tu me dis hein, si je suis trop. Non, il est 18h, c'est bon. Ouais. Ah bon, bah, on a encore une bonne demi-heure à peu près. Ah bon, bah, parfait. Alors maintenant, on a parlé au tout début de cette histoire d'influence ou pas d'influence. Vous vous souvenez de cette histoire? Eh ben, je vais vous délivrer le secret. Le secret. Enfin, un des secrets. Alors, du côté de la physique quantique, nous autres astrologues, on est vraiment dans l'attente d'avoir des explications. Pour le moment, on n'en a pas parce que la plupart des physiciens sont très clairs. Il n'y a pas d'influence astrale, et ils ont raison. Et pour les astrologues qui ont marqué notre époque, notamment au début des années 2000, je pense à Luc Biget. C'est un scientifique, un biologiste qui s'est orienté vers une voie très symbolique. Alors là, pour le coup, c'est du symbolisme très haut niveau. C'est écrit noir sur blanc dans ses bouquins, les astres n'influencent pas. Et il a entièrement raison. Mais il y a pourtant quelque chose qui se met en place. Et vous allez comprendre. Est-ce que vous connaissez Freud? C'est pas mon préféré. Pardon, monsieur? Le fondateur de la psychanalyse. Un des fondateurs avec Charcot, notamment. Freud, on le connaît à peu près. Bon, moi, c'est pas mon préféré, pour tout vous dire. J'ai beau avoir du Scorpion, c'est pas mon préféré. Jung, le livre rouge de Jung, un petit peu. Qui ne connaît pas Jung et qui aurait besoin que je remette un peu dans le contexte? Vous ne connaissez pas.
Alors, Jung, c'est un psychiatre, un médecin, qui était assez proche de Freud. Donc il a commencé ses jeunes années auprès de Freud, et Freud était un mentor pour lui. Freud, de toute façon, était un mentor pour à peu près tout ce qui se faisait d'analystes en Europe de l'Est, notamment Vienne, Allemagne, Suisse, parce que Jung était suisse. Et Jung, en fait, pour tout vous dire, est fils de pasteur et fils de médium. Alors d'être médecin en étant fils de pasteur et fils de médium, c'était quand même déjà bien cocasse. C'est très contradictoire. Alors il avait une clinique en Suisse, il vivait avec sa femme Emma Jung, qui était aussi psychologue. Il s'est rapproché aussi de certaines de ses patientes qui sont devenues psychanalystes après avoir suivi des cures avec lui, notamment Sabina Spielrein et Toni Wolff. Et Jung, en fait, a fini un jour par se séparer de Freud. On a tous entendu parler de cette histoire où il se sépare de Freud. En fait, il comprend qu'il doit rompre avec l'image père. Ça, c'est Verseau. Le Verseau rompt avec l'image père. Il n'y a pas que ce signe-là, mais c'est un signe qui rompt avec l'image père. Donc, il comprend qu'il doit se séparer du père, symboliquement, parce qu'il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas aller sur son individuation. Il ne pouvait pas chercher ce qu'on appelle avec Homère la quête héroïque intérieure. Si vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, il ne s'agit que de ça. Eh bien, il va rompre et va sombrer dans une dépression pendant 4 longues années. Et il va avoir des images qui vont l'envahir. Alors, la chance qu'il avait, c'est d'être un très bon médecin. Il arrivait à s'orienter dans ses douleurs. Il a perdu beaucoup dans cette période. Mais si vous regardez le livre rouge de Jung, qui est le monument en fait de son œuvre, vous retrouvez des mandalas qu'il a dessinés et de ce qui se passait en lui, c'est-à-dire de ce bouillonnement intérieur à la fois entre ses ombres et quelque chose qui se rapprochait de la lumière. Et là où il était très différent de Freud, Freud, vous le savez, c'est l'inconscient personnel, bourré de pulsions qu'on va barricader. Et pour ça, ce qui va générer, une névrose. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc on a tous des névroses, en fait. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Et puis pas qu'une en général, c'est toujours en lot. Donc, dans l'inconscient, alors chez Jung, la vision de l'inconscient est plutôt positive, ce qui n'est pas le cas de Freud. Pour Freud, c'était plutôt quelque chose de très négatif, qu'il fallait cadrer absolument. Et on le sait depuis quelque temps maintenant, Freud a beaucoup menti sur son travail. Il a beaucoup menti sur son travail, et c'est la raison pour laquelle les anglo-saxons ne travaillent quasiment plus avec Freud. Il n'y a qu'en France où on persiste. Mais il y a quand même le développement psycho-affectif ou la deuxième topique, le ça, le moi, le surmoi, qui sont encore d'actualité, qui fonctionnent bien. En ce qui concerne l'inconscient vous régit à 95%. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, l'inconscient aura toujours le dernier mot. Toujours le dernier mot. Dans l'inconscient personnel, vous allez trouver toutes vos croyances, votre histoire personnelle. Papa, maman, vous voyez de quoi je parle? Et puis tout ce que vous n'avez pas réglé, que vous avez refoulé. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Oui, vous connaissez un peu ce système. Ouais. Et vous savez comme moi que ce qui est refoulé finit par revenir. Hein, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle une mécanique de projection. Donc ça vient, et il ne reste pas derrière, il repart. C'est pour ça que très souvent, quand on dit « j'aime pas un tel, ou « j'aime pas ce genre de personne », en fait, on ne fait que projeter ce qui se passe en nous. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions quand on dit « j'aime » ou « j'aime pas ». Alors, cet inconscient, on l'a vu, il y a toutes vos croyances là-dedans. Chez Jung, ok, il y a l'inconscient, pas de problème. Mais il y a aussi autre chose qui s'appelle l'inconscient collectif. Et dans l'inconscient collectif, vous allez retrouver l'histoire avec un grand H. Vous allez retrouver tout ce qui se fait de symboles. La mythologie, toutes les mythologies. Le religieux, pourquoi pas. Le transgénérationnel, vous voyez de quoi je parle? La psychogénéalogie. Et dans ce réservoir, il y a nos divinités intérieures. Vénus, Mercure, Mars, tout ce petit monde dont on a parlé. Et pour Jung, l'inconscient collectif possède une force beaucoup plus importante que celle de l'inconscient personnel. Donc quand il y a quelque chose qui bouge dans votre vie profondément,
c'est à la fois les effets de l'inconscient personnel et les effets de l'inconscient collectif. Et vous allez vivre ce qu'on appelle des synchronicités. Vous avez entendu parler de ça? Alors, oubliez ce que vous avez entendu. La synchronicité chez Jung, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe exactement? On va prendre un sujet qui nous plaît à tous. On tombe amoureux. Vous voyez de quoi je parle? Chiffon carpette, on est retourné, enfin vous voyez de quoi je parle. C'est l'homme ou la femme de ma vie. Allons voir la cartomancienne pour qu'elle nous dise si c'est bien lui ou c'est bien elle. Vous connaissez tous ça. PLS 3 semaines plus tard, ça va pas, mal au ventre, il est parti, il avait quelqu'un d'autre. Bon, répétition de schéma, quoi, grosso modo. Bon, en tous les cas, pour Jung, il y a peut-être une répétition de schéma, mais il est peut-être aussi question de vraies transformations. Et les vraies transformations ne se font pas sans le concours de l'inconscient collectif. Alors, comment ça fonctionne exactement? Vous tombez amoureux, on a dit que c'était Vénus. Les sentiments, tomber amoureux, etc. Donc Aphrodite, Vénus, c'est dans l'inconscient collectif, la déesse Aphrodite. Son histoire est dans l'inconscient collectif. Donc la déesse va commencer à se réveiller en vous. Vaut mieux la prier, hein, entre nous. Elle commence à se réveiller, puis elle commence à travailler du côté de l'inconscient personnel. Et l'inconscient collectif, c'est comme s'ils fusionnaient, en fait, à ce moment-là. Sauf que l'inconscient personnel, ok, j'ai entendu Vénus, mais moi, j'ai quand même mes schémas, j'ai mes doutes, j'ai mes peurs. Donc, je veux bien qu'on aille dans la vie, mais on va y aller avec tout ça. Et avec mes petites répétitions aussi. Et ce qui va se passer, c'est que ce petit mélange, en fait, va créer un événement. Donc, c'est là que vous tombez amoureux. Génial, ou amoureuse. Donc, dites-vous bien que l'inconscient personnel et l'inconscient collectif sont à l'œuvre. Hein. Ce n'est pas que la personne qui est en face de vous. Et vous allez donc projeter cette énergie, ce qu'on appelle un phénomène de projection. Vous allez projeter en fait ce système sur cette personne. Et bien que l'astrologie, c'est exactement pareil. Vous projetez ces informations-là sur les astres. Et le fait que ça marche aussi bien, il y a Vénus qui vous rend visite, et je suis tombée amoureuse parce que Vénus a décidé. Non, non, c'est pas Vénus qui a décidé, c'est ce petit mélange-là, projeté sur la planète Vénus. Inconsciemment, bien sûr. C'est pas quelque chose que vous faites volontairement. C'est quelque chose que vous faites indépendamment de votre volonté. Voilà pourquoi il n'y a pas d'influence au sens strict du terme. C'est une relation, un système projectif. Ce que je vous dis là, c'est Jung qui en parlait le mieux, avec notamment le scientifique Wolfgang Pauli. Ils ont correspondu pendant 26 ans pour parler de ce qu'on appelle les synchronicités. Donc vous vous doutez bien que les synchronicités, ce n'est pas qu'un petit signe. Pour correspondre pendant 26 ans, et encore qu'au bout de ces 26 ans, ils ont arrêté parce que Jung est décédé, mais ils n'étaient pas encore d'accord. Hein. Donc pour vous dire que ce n'est pas la petite plume qu'on trouve par terre, une synchronicité, c'est pas ça. La synchronicité, très souvent, on dit qu'elle est acausale, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux événements qui vont être à peu près jalonnés, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant votre inconscient, c'est exactement ce qu'il fait à ce moment-là. Ou alors, si vous intéressez un peu aux rêves, vous rêvez d'un chat, par exemple. Ça m'arrivait, tiens, récemment. J'ai rêvé d'un chat noir. Je l'ai écrit dans mon carnet, en bonne thérapeute. Je l'ai écrit dans mon carnet. Et au moment où j'écris que dans mon rêve, j'ai vu un chat noir, il y a un chat qui débarque dans ma maison. C'est ce qu'on appelle une synchronicité. Est-ce que c'est clair, cette notion? Vous comprenez que ce n'est pas une influence au sens strict du terme, mais qu'en fait, il y a une part de nous qui est finalement très active dans nos événements et dans cette relation aux astres. Alors après, quand vous allez étudier votre thème de naissance, vous allez regarder les mouvements planétaires, on reprend le fait de tomber amoureux, on voit que Vénus fait quelque chose, Neptune fait quelque chose, mais nous, en tant qu'astrologues, et c'est là où est l'erreur de la plupart de mes confrères et de mes consoeurs, c'est de dire à chaque fois, bon, bah oui, Vénus est passée, Neptune est là, gare aux illusions. Il n'y a aucune sagesse derrière ça. Il n'y a aucune sagesse derrière ça. Nous, on est là pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Et parfois, il m'arrive même de refuser des personnes au moment où l'événement arrive, parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Et si je mets déjà des mots, du sens, alors que l'expérience est nécessaire, je sape. Donc je laisse en fait Hermès faire son job et descendre les informations.
La personne, elle trouvera du sens après. C'est pour ça que nous, en humanisme, dans l'astrologie que je pratique, on ne regarde jamais en amont le mouvement des planètes. Jamais, jamais, jamais. En revanche, on vous met au contact de votre mythe. Est-ce que vous avez un mythe d'Athéna, un mythe de Cybèle, un mythe d'Aphrodite, un mythe de Perséphone? Et qu'est-ce qu'il dit de vous, en fait, ce mythe? Vous comprenez un peu le sens de tout ça? Mais donc, c'est juste des pistes de réflexion, mais par exemple, quand vous dites ah oui, vous êtes Verseau, vous êtes plus comme ça, etc. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qui. S'il n'y a pas d'influence, qu'est-ce qui fait qu'on est quand même c'est votre marqué par notre moment de naissance c'est votre inconscient qui se met au diapason de l'inconscient collectif, au moment même de votre naissance. Ok. Vous avez déjà entendu parler de transgénérationnel? Des mémoires familiales les fameuses mémoires qu'on répète d'ailleurs. Parfois, c'est même carrément fantomatique, ça nous hante et on n'a même parfois pas le pouvoir dessus. Les mémoires transgénérationnelles, elles sont dans l'inconscient collectif. Donc, si on peut l'imaginer pour le transgénérationnel, on peut également l'imaginer dans notre relation au symbole. Et ça, les anciens le savaient. Depuis l'Antiquité, on le sait que ça fonctionne comme ça. Malheureusement, le XXe siècle a tout dénaturé. Donc, quand vous naissez, au moment de votre naissance, et c'est là où on peut moins expliquer pourquoi vous arrivez à telle heure, tel lieu, tel endroit, c'est que votre inconscient personnel, parce que quand vous arrivez en tant que bébé, vous n'êtes pas tabula rasa. Vous êtes imprégné des informations familiales, mais vous êtes aussi imprégné des informations de votre société et de l'inconscient collectif. Et en fait, dans votre vie, vous êtes en relation avec ce monde symbolique, l'idée étant après d'en faire quelque chose, mais ça nous appartient. Ok. Et du coup, le rapport entre l'inconscient collectif et les astres? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez ce petit mélange d'inconscient personnel et d'inconscient collectif, vous avez un système de projection, parce que vous ne pouvez pas le garder en vous, sinon on exploserait. Donc vous allez le projeter, alors vous allez le projeter sur un événement, sur une rencontre, mais inconsciemment, vous le projetez également sur les astres. Voilà pourquoi ça marche aussi bien. Et vous le projetez à l'instant T où l'astre vous rend visite. Ok. Mais vous ne le maîtrisez pas. Enfin oui, j'arrive pas à comprendre pourquoi l'inconscient collectif, à chaque mois de juillet, influence les naissances de la même façon chaque année. Alors, c'est le signe solaire, mais après, quand on reprend un thème de naissance, il y a 10 astres, il y a l'ascendant et il y a 12 maisons en tout. Les astres forment ce qu'on appelle des aspects, des relations entre eux. Donc, effectivement, si vous avez un panel de personnes qui naissent au mois de juillet, à cheval sur le Cancer et sur le Lion, alors ils vont être imprégnés de ces informations-là, mais l'entièreté du thème de naissance va soit renforcer le signe de naissance, soit au contraire en enlever quelques symboles. Donc si vous prenez par exemple quelqu'un qui est Cancer, on a dit douceur, tendresse, le besoin d'être reflété, le besoin de rentrer en conscience avec soi-même, mais c'est de façon très sensible, très intime. Maintenant, cette personne-là, elle a un ascendant Lion. Est-ce qu'elle sera aussi douce qu'il n'y paraît? Alors, elle a un fond de douceur puisqu'elle est Cancer. En revanche, l'ascendant Lion va lui apporter une lucidité que le Cancer en lui-même n'aura peut-être pas. Donc en fait, si vous voulez, quand on fait un thème de naissance, on est obligé de jouer sur tout le thème, sur tout le zodiaque, sur tous les astres, sur toutes les maisons, et on doit se débrouiller pour interpréter tout ça. Okay. Voilà. C'est plus clair comme ça? Ouais, enfin, je pense. Faut voir un thème de naissance, grosso modo. Il faudrait que je vous montre. Justement, quand on a un thème de naissance qui, a priori, peut être un peu compliqué ou un peu pas dans le sens d'une évolution, là, est-ce que c'est une fatalité? Non. Est-ce qu'il y a une possibilité? Non. Non, alors nous en humanisme, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est qu'une question de connaissance. Il s'agit de connaître, connaître, connaître. Pour ça que notre métier, enfin, en tous les cas, moi je fais ce métier quasiment à temps plein aujourd'hui, je l'enseigne. Je ne peux pas faire ce métier sans étudier la psychologie, la philosophie, enfin les philosophies, puisqu'il y en a plusieurs, l'alchimie maintenant, j'ai commencé à m'y mettre. Sans ces connaissances-là, je ne peux pas emmener un thème de naissance. Puis alors, les mythologies, j'en parle même pas. Je passe mon temps dans les bouquins en mythologie. Donc non, il n'y a pas de fatalité, parce que votre thème, en fait, dans la vie, va progresser. Donc on fait ce qu'on appelle en humanisme des thèmes progressés. Vous allez changer de signe solaire, vous allez changer d'ascendant, en fait, au cours de la vie.
Et c'est ce qui va nous permettre en fait de voir comment votre mythe évolue. Et si toutefois vous avez un thème difficile, dans notre jargon, il n'y a pas lieu d'avoir quelque chose de difficile ou de facile, en fait. Enfin, interprété comme difficile ou vécu comme difficile. Non, c'est pas notre tasse de thé chez nous, en tout cas chez les humanistes. Ok, mais justement pour la personne qui reçoit, peut-être pas avec vos connaissances, voilà, peut se sentir enfermée dans... Ah, mais on a énormément d'astrologues, autant que de psychologues, très déterministes. Ah oui, mais ça c'est une hérésie. C'est une hérésie. Parce qu'il y a une absence de connaissances que moi je reproche beaucoup à mes consoeurs et à mes confrères, qui est vraiment... c'est une catastrophe. Alors après, l'astrologie, c'est un sacerdoce. Il faut avoir envie de s'y mettre. Mais pour vous donner un peu un petit exemple, quand je me suis intéressée à l'astrologie, j'avais 19 ans. Donc il y a de ça plus de 20 ans. Et la dame que j'avais vue, elle voit dans mon thème Vénus-Neptune, elle me dit « Oh ça, vous ne connaîtrez jamais l'amour. » 19 ans, d'entendre un truc pareil. Quand on est poisson, quand on est un schtroumpf amoureux à longueur de minute, c'est pas possible, vous ne connaîtrez jamais l'amour. Mais jusqu'à l'âge de 25 ans, ça me travaillait. Alors c'est comme ça que je me suis mise dans l'astrologie, parce que je me suis dit, si elle me sort un truc pareil, moi je vais aller voir un peu ce qui se passe. Donc je suis allée voir et j'ai vu qu'elle me racontait pas mal de conneries. De toute façon, dès que je sortais quelque chose d'humaniste, donc beaucoup plus poussé, beaucoup plus profond, de toute façon, non mais ça c'est une secte. Donc elle était déterministe. Alors quand on voit ce genre de choses dans un thème, on n'est pas là pour dire à la personne qu'elle aura des amours impossibles. La personne, elle va se plaindre effectivement d'avoir des histoires d'amour qui s'achèvent sans peut-être déboucher forcément sur un couple. Mais en fait, on va lui apprendre à faire la différence entre l'amour et le couple. Et peut-être qu'on va lui apprendre à dépasser la compassion stupide. Arrêter peut-être de se sacrifier toutes les 5 minutes. Ou peut-être qu'il est question de vivre l'amour au sens inconditionnel. Et ça, c'est plus dur. Et ça, c'est plus dur. C'est ça qu'on va... Et en regardant le thème progresser, on va voir comment elle évolue avec ça. Mais il n'y a pas de fatalité. Je peux vous garantir qu'il y a énormément d'individus sur cette planète avec des Vénus et des Neptunes qui se regardent un peu en chien de faïence et qui sont très heureux dans leur mariage, ou qui ont aimé, en fait, profondément. Donc non, il n'y a pas de fatalité. Ça a été votre expérience ? Non ? Non, c'était un questionnement. En fait. D'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup de croyances limitantes dans le domaine. Et justement, du coup, ça rend les gens fatalistes. Ah, complètement, oui. Et du coup, à chaque fois, manque de courage de se battre aussi, d'avancer, d'évoluer, en disant, oui, c'est comme ça, je suis née comme ça, voilà. Alors qu'on a pourtant le pouvoir de se transformer. Et c'est ce qui est attendu. Alors ça marche un temps avec la psychologie, mais en général, plus on va vers l'individuation, vers le soleil, c'est plus la psychologie qui répond à ça. Parce que la psychologie va vous ramener vers le moi, vers l'enfant, et on va s'identifier aux blessures de l'enfance. Alors qu'en fait, justement, quand on veut vraiment aller vers cette ipséité dont je parlais tout à l'heure, ce sont les philosophies, l'alchimie et la magie. Et les mythologies. Et les mythologies. Et dans l'Antiquité, ils le savaient très bien. Ils le savaient très bien. Madame, vous vouliez poser une question ? Je voulais rebondir sur la fatalité, parce que c'est vrai qu'on majoritairement on peut avoir un thème astral qui a été fait en fait. Et moi j'avais la croyance que c'était fixe. C'est-à-dire j'ai mon thème astral que mes parents m'ont fait quand j'étais petite, que j'ai toujours. Et quand je le relis, voilà, ça peut imaginer que c'est fixe et que c'est comme un peu une prédiction sur le caractère, sur ce qui peut arriver, etc. Et je trouve ça. Moi j'ai toujours cru en ça. Et du coup, là, ça me... Ça change tout. C'est fait pour. Alors, le thème de naissance, en fait, le thème de naissance, quand il est dressé, c'est ce qui nous permet de voir où en est votre karma, mais où en est votre potentiel. Et quand on fait un thème de naissance, qu'on l'étudie, on voit où en est votre potentiel. Donc, le thème de naissance, c'est ce qu'on appelle le thème structure. Il est fixe, c'est au moment où vous naissez. Les astres étaient positionnés comme ci, comme ça s'arrête là. Mais en humanisme, on a ce qu'on appelle les astres progressés. Donc, c'est-à-dire avec tout un calcul un peu savant, on va voir en fait l'évolution du thème. Ce qui fait que vous changez de signe de naissance et d'ascendant dans l'existence, au cours de la vie. C'est ce qu'on appelle les révolutions, ça ou pas du tout ? Ça se rapproche de la révolution, tout à fait. Ça se rapproche des révolutions. Mais
Quand on prend le thème progressé, ce qui est absolument prodigieux, presque, on dit même que c'est presque prophétique en fait, un thème progressé, c'est qu'on voit à l'instant T quand est-ce que le mythe vient vous chercher. C'est assez fantastique. C'est assez fantastique. Donc si vous naissez par exemple avec une Vénus placée dans le signe du Bélier, parce que depuis tout à l'heure on aime bien le Bélier, on va vous dire classiquement que Vénus Bélier est bourrée de coups de foudre et qu'elle veut conquérir absolument. Alors effectivement, le Bélier, il a du mal à prendre en compte l'autre et son principe de réalité. Mais Vénus Bélier, ce qu'on apprend, c'est à se soumettre aux vicissitudes de l'amour humain. Vous voyez à quel point c'est quand même plus profond que ça. Et puis dans votre progression, vous arrivez, je ne sais pas, 30 ans, 35 ans, Vénus en progression va être dans le signe du Taureau. Donc vous allez apprendre l'amour très différemment du Bélier. Vous allez apprendre peut-être la sensualité. Vous allez peut-être prendre en compte beaucoup plus le principe de réalité de l'autre et votre propre principe de réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la base du thème, elle est toujours là. C'est votre source. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Bon, ça soulage quand même que ce soit moins fataliste, non? Hein, on est plus détendu là. Oui. Dans le thème progressé. Oui, c'est le thème progressé. Pratiquement déterminer presque à l'instant T, en fait, le moment où il y a le fruit du libre arbitre. Bah, alors justement, ça va être notre sujet suivant. Cette transition était magnifique. Magnifique de synchronicité. Les inconscients fonctionnent très bien, a priori. Alors, en humanisme, nous nous appuyons sur ce que nous appelons 3 grilles de lecture. 4. Il y a une grille de lecture biologique, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. 3 grilles de lecture socioculturelles, individuelles et transpersonnelles. Alors, le transpersonnel, c'est Jésus-Bouddha. Hein. Donc, autant vous dire qu'on n'est pas encore arrivé. Donc, pas pour tout de suite, celle-là. Socioculturel, qu'est-ce que c'est exactement? Vous êtes dans ce qu'on appelle le monde de la matrice d'eau, le monde de la matérialité, et surtout, vous jouissez de la matérialité. On consomme dans la matrice d'eau. Vous voyez, on consomme l'autre, surtout, quand ce n'est pas soi-même. On s'identifie au code, à la culture et à notre éducation. Donc, de fait, quand je vais regarder un thème de naissance, je vais écouter la personne. Parce que moi, je fais toujours des entretiens préalables. Je vais écouter la personne et je vais à peu près cibler sur quelle grille de lecture elle est. La majorité des gens sont sur celle-ci. On est rarement sur une grille de lecture individuelle. On est sur celle-ci, sur la grille de lecture socioculturelle. Alors évidemment, on a toujours les mêmes poncifs, le travail, l'amour. Toujours les mêmes questions. C'est ce qui jalonne notre existence. Le qui suis-je, c'est pas encore pour maintenant. Et encore que l'astrologue doit se mesurer, parce qu'on saura, même en étudiant un thème de naissance, on ne saura jamais complètement qui l'on est. Et sur le socioculturel, c'est votre moi, c'est votre ego en fait qui vous domine, puis qui vous manipule. Donc quand on étudie un thème de naissance, on va aller chercher la symbolique qui se vit sur le mode socioculturel. Donc on avait parlé du bélier tout à l'heure, je l'aime bien celui-ci. Sur le mode de la personnalité, sur le mode socioculturel, en fait, le bélier ne connaît pas la notion de service. Ce dont il a besoin, c'est de vivre ses impulsions, ses intuitions. Et indépendamment de l'autre. Pour ça que le signe de la balance qui lui fait face va lui apprendre en fait d'autres réalités. Maintenant, j'évolue. J'avance sur une voie de conscience. Ce qu'on appelle le processus d'individuation de Jung. Vous le connaissez, le processus d'individuation? Alors, c'est souvent, vous rentrez dans ce processus d'individuation par une très grande épreuve. Des arrachements, la plupart du temps. Des deuils, réels et symboliques. Vous allez mourir à vous-même. Vous descendez dans vos enfers. Mais là, il ne faut pas oublier que Hadès, on voit toute sa lumière quand on est dans les enfers. Donc c'est qu'il y a bien un diamant à aller chercher, à aller cueillir dans ces enfers. C'est les fameuses phases de dépression. La nuit noire de l'âme, vous avez déjà entendu parler de ça? C'est ça en fait. Et à partir de là, quand j'arrive sur cette grille de lecture individuelle, l'ego, le moi, commence à être un peu caduque. Mais il va quand même résister, il ne faut quand même pas non plus déconner. Donc l'ombre, les défauts vont ressurgir encore plus. Donc le bélier va être encore plus impulsif. Sauf que là, moi, si en consultation, j'ai quelqu'un qui
m'apparaît être sur cette grille de lecture individuelle, qui m'apparaît être sur le processus d'individuation, là, il va falloir que je change ma lecture. Et je vais lui apprendre qu'en fait, sur cette grille de lecture individuelle, le bélier doit se mettre au service de l'autre. Aller chercher des informations du côté du lion pour gagner en courage, en élévation du cœur. Alors comment? On discute, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais je vais l'emmener vers un autre symbole. Je vais l'emmener vers une profondeur. Alors après, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Elle a son libre arbitre. Le libre arbitre, il est très actif sur la grille de lecture socio-culturelle. Une chose, cela étant, c'est que de toutes les espèces, nous sommes la seule espèce à avoir le choix, donc un libre arbitre. Si le processus d'individuation se présente à moi, j'ai le choix en fait d'aller vers cette quête intérieure. Mais j'ai le choix aussi de ne pas y aller et de retourner ici, vers ce monde de la sécurité. Une fausse sécurité, bien sûr. Donc dès que j'avance ici, mon thème il va être très différent. Et la personne va vivre d'ailleurs une relation avec l'inconscient collectif beaucoup plus présente. C'est comme ça qu'on voit dans les rêves de ces personnes-là, des gens qui témoignent d'avoir vu dans leurs rêves des dieux, la Vierge Marie qui peut apparaître très régulièrement. Alors ce n'est pas des apparitions, c'est l'inconscient et l'inconscient collectif qui sont en bouillonnement. Mais c'est la preuve en fait qu'ils sont dans cette quête beaucoup plus profonde et beaucoup plus spirituelle. Et enfin, vous avez la grille de lecture transpersonnelle. Là, c'est Jésus. Hein. Donc, Jésus, Bouddha, je suis désolée, mais on n'ira pas. On n'ira pas sur cette grille de lecture. Mais là, le symbole est très différent de ce qu'on peut connaître. Vraiment très différent. Il me semble de mémoire, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que le signe du bélier est associé notamment sur la grille de lecture transpersonnelle à Pâques. À Pâques. Et le taureau est associé notamment aux apôtres qui vont recevoir la parole divine. Donc vous voyez qu'on est quand même très très loin de ce qu'on peut lire dans Biba et Marie-Claire. Hein. Mais c'est beaucoup plus profond, parce que la vie est en fait de synchronicité, de sens, si on y prête attention. Il y a souvent ces espèces de divinités qu'on projette toujours d'une manière ou d'une autre, et elles ont du sens pour nous. Elles ont du sens. C'est clair, ces grilles de lecture? Oui, vous voyez que c'est quand même plus complexe que... Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc moi, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Je les travaille au corps, pour qu'ils puissent justement se dépaître du mieux possible de leur projection. Et qui donnent du sens, le pourquoi. Le pourquoi. Parce que vous dire que le bélier est impulsif ou que le lion a besoin de se montrer, ça n'apporte strictement à rien. À part vous dire, elle est super forte cette astrologue, elle sait tout de moi. Elle ne vous a rien dit du tout, cette personne-là. Elle ne vous a pas dit quel était votre mythe. Alors c'est pas sympa de ma part de parler comme ça, mais je suis un peu en croisade contre quelques-uns de mes confrères. Dites-moi, monsieur. Il faut bien reconnaître que l'astrologie, quand elle est pratiquée par beaucoup, l'astrologie à soi, c'est une pseudo-science. Mais c'est même pas une science. Non. C'est même pas une science. Ou alors potentiellement, on peut potentiellement, on peut la glisser dans les sciences humaines. Oui, mais après, c'est une pseudo-science. Ah mais c'est même pas une science. Ça ne repose sur rien de rationnel. Quoi. Ah bah, ce n'est pas une science. Et même quand la science, il faut toujours la remettre en question, sinon on deviendrait déterministe aussi. Mais si on devait la ranger quelque part, ce serait dans le rayon des sciences humaines. Mais l'astrologie, c'est quand même le berceau de toutes les sciences magiques. C'est le berceau de tout. On ne faisait pas de l'alchimie par l'opération du Saint-Esprit comme ça. Il fallait attendre certains positionnements astrologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? On souffle. Pas trop perché, on redescend sur terre progressivement. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question qui va peut-être... Si j'ai bien compris, on ne subit pas les planètes, en fait les effets des planètes. Donc l'idée est fausse sur les histoires de plantes, les planter à tel moment ou par rapport à la position des planètes, etc. Et ce que je veux dire, on le fait souvent en fonction du calendrier lunaire. Voilà. Oui, mais calendrier lunaire. Calendrier lunaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même un distinguo à faire de la Lune, du Soleil, des autres astres. Même si on a toujours cette notion d'inconscient et d'inconscient collectif qui sera projeté sur le Soleil et sur la Lune,
Il est vrai qu'on reconnaît tous volontiers que le Soleil et la Lune ont une influence sur notre environnement, de fait. Mais on plante rarement une plante en fonction de la position de Pluton ou de Vénus, en fait. Alors, moi j'ai quelques questions. Est-ce qu'il y a les notions de karma, dharma, Tout à fait. et de vie antérieure Tout à fait. d'incarnation Tout à fait. Tout à fait. Alors quand on parle de karma, on est d'accord que c'est pas une punition, c'est un karma. Vous savez, on a tendance à dire le mec qui m'a embouti derrière, c'est mon karma, j'aurais pas dû gueuler après ma mère. Non, non. C'est pas une punition, c'est pas une récompense, ce n'est rien de tout ça. Le karma, en fait, il vous dit où vous en êtes. Il y a une cause, il y a une conséquence, ça vous dit où vous en êtes. On peut le dépasser ou pas. Ça, c'est libre à chacun. Et encore que Jung disait très justement qu'il y a des problèmes qui sont insolubles, qu'on ne peut pas régler, et qu'on devait vivre avec, en fait. C'est le cas notamment des deuils. Vous savez, comme moi, quand vous avez perdu quelqu'un de très proche, on y pense toujours. C'est toujours dans le cœur. C'est insoluble. Et pourtant, on vit avec. Alors oui, en humanisme, et même dans l'astrologie dite karmique, on va regarder dans le thème de naissance. Votre thème vous dit où vous en êtes de votre karma et de votre dharma. Si on doit partir sur les vies antérieures, c'est pas fait pour vous dire si vous étiez Charlemagne ou reine d'Angleterre ou paysanne dans le fin fond de la France. C'est fait en fait pour vous dire quelles sont les mémoires et les croyances qui sont là, qui vous embêtent et qui devraient être dépassées. Donc, il y a plein de techniques pour ça. Nous, en humanisme, on utilise l'entièreté des astres. On va également utiliser le monde de la Lune, parce que le karma est souvent émotionnel. Est-ce que le dharma? Alors, le dharma, c'est ce vers quoi on tend. C'est ce vers quoi on tend. Le karma, c'est ce qui est dans notre dos. Et le karma, c'est ce qui est dans notre dos. Mais vous savez qui nous retient, qui nous embête. Et tout ça, vous l'évoquez quand vous faites un thème, quand quelqu'un vient, si on vous demande est-ce que vous pouvez faire un thème? De fait, quand on fait... Moi, quand je fais le thème de naissance, il y a un premier coup de fil pour voir ce que la personne, elle veut travailler. J'ai posé des questions également sur l'enfance. Parce que dans l'enfance, il y a déjà toutes les mémoires karmiques qui se jouent ici. Donc, je vais chercher l'enfance. En général, dans ce qu'elle me dit, je sais à peu près où on va aller. Bon, ça, c'est pas mal d'années d'expérience aussi qui parlent. Et à partir de là, je vais dresser le thème en fonction de ce qui a été dit. Je vais chercher le mythe et on va surtout évoquer le mythe en question. Mais ce qui va aussi m'intéresser, c'est de pousser la personne vers un astre ou un mythe qu'elle aille chercher, qu'elle aille l'incarner parce que c'est certainement sa porte de sortie. Donc typiquement, si Saturne m'embête dans mon thème de naissance, je suis rigide, j'arrive pas à m'en sortir, bien, par contre j'ai des douleurs tout le temps. Par contre, je suis jamais satisfaite ou satisfait. Je suis jamais heureux. Eh bien, je vais peut-être aller voir son alter ego, c'est-à-dire du côté de la Lune. Et peut-être lui dire, il serait peut-être temps d'être un peu plus vulnérable, un peu plus naïf. Est-ce que où en est l'appartenance aussi? Parce que la Lune va poser la question de l'appartenance. Et là, celui qui a un karma saturnien va peut-être nous répondre, je suis souvent seul. Mais je suis très bien dans ma solitude. Moi, les gens, je ne peux pas les voir en peinture. Bah oui. Mais pourtant, il va peut-être être question de montrer sa vulnérabilité au monde, sa sensibilité au monde. Vous voyez que c'est quand même très subtil. C'est très subtil. Donc oui, on peut en parler en ces termes. Et dans le thème progressé? Alors le thème progressé nous montre comment évolue votre karma et votre mythe. Et ça va ensemble, vous faites les deux? On fait les deux. C'est deux choses différentes. On fait les deux. Moi, je fais toujours les deux, automatiquement. Je fais le thème de naissance et je fais le thème progressé à côté. Sur une même consultation, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des notions de planètes rétrogrades? Oui, oui, oui. Vous avez déjà entendu parler des planètes rétrogrades? Non. Pour celles et ceux qui ont entendu parler des planètes rétrogrades, qu'est-ce que vous savez de ça? C'est des pénibles. Mais non. Mais non, tout va bien. Il y a une dimension plus introspective, dans le sens où elles sont plus tournées vers l'intérieur, finalement. Oui. Parce qu'elles symbolisent. Oui. Planète rétrograde. Non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus on a des planètes rétrogrades, plus c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Ah, bah les légendes. Oui, c'est les légendes urbaines. Les légendes urbaines, oui, je sais. Alors, les planètes rétrogrades,
En fait, grosso modo, c'est une illusion d'optique. Ça nous donne le sentiment que la planète, elle recule quand on l'observe à l'œil nu ou au télescope. Je vous rassure, aucune planète ne recule. Hein. Elles n'ont pas que ça à faire. C'est vraiment une illusion d'optique. Et c'est justement ça qui pose question. C'est cette fameuse illusion d'optique. Donc, quand une planète est rétrograde, en fait, elle est en quête du Soleil. Et quand on regarde un thème de naissance de planète rétrograde, quand c'est Mercure ou c'est Vénus, on voit que l'astre a cherché à un moment donné à contacter le Soleil. Donc en fait, on cherche l'individuation, on cherche l'être authentique. Et si vous prenez tous les astres à partir de Mars jusqu'à Pluton, ils sont souvent en opposition dans un thème de naissance. Donc, par exemple, le Soleil sera en Verseau, et par exemple, je ne sais pas, Saturne sera en Lion, dans le signe opposé. Mais dans tous les cas, la planète rétrograde, qu'est-ce qu'elle dit de votre karma? Elle vous dit qu'en fait, dans les vies passées ou transgénérationnelles, prenez ce qui vous arrange, le symbolisme de cet astre n'a pas été compris. Ou alors vous l'avez poussé jusqu'à l'extrême et qu'il va être temps de réviser votre symbole. Donc de fait, l'astre est rétrograde dans votre thème. Mais ce qui vous demande aussi, c'est beaucoup plus d'authenticité. Donc d'aller chercher ce soleil, d'aller chercher le soleil intérieur. Et on l'observe dans les thèmes progressés. Vous pouvez par exemple arriver au monde avec dans votre thème une ou deux planètes rétrogrades et arriver à 40 ans d'avoir 4 ou 5 en progression. Et c'est souvent facteur d'individuation, de quête d'authenticité. Donc non, ce n'est pas un problème, c'est parce que ça ne satisfait pas le petit moi, ça ne satisfait pas l'ego, ça va au contraire chercher une orientation beaucoup plus profonde. Et dès qu'on va vers l'intérieur, ce n'est pas une réalisation professionnelle, ce n'est pas une réalisation sociétale, c'est autre chose. Et tous ces symboles-là, on les vit le plus souvent dans le souffle, le silence, la prière pour certains. Dans tous les thèmes que vous avez faits, est-ce que par exemple, il n'y a pas une tranche d'âge qui va aller naturellement plutôt vers la grille de lecture individuelle? Parce qu'il y a une sagesse ou il y a un vécu qui fait que maintenant on va peut-être aller vers là. Puis plutôt sur votre expérience du nombre d'années que vous avez fait. Alors en fait, il y a une fenêtre de tir à partir de 37 ans. Ah, j'aurais pu croire plus. Non, il y a une fenêtre de tir. Les fameux 40 ans de tout le monde. Hein. Les fameux. Oui, ils sont pas mal. Ils sont pas mal les 40 ans, je confirme. Alors, il y a une fenêtre de tir à partir de 37 ans. Dans ce qu'on appelle le retour des nœuds lunaires, c'est-à-dire qu'on commence à chercher le soleil. 39 ans, le retour de Pluton, qui nous dit, dis donc, il est temps de descendre. Il est temps de descendre, descends. Alors, je vais vous dire une chose, la plupart des gens résistent à Pluton. Et c'est pour ça que, oui, il peut y avoir de la sagesse, mais ils ne vont pas sur la grille de lecture individuelle parce qu'ils résistent à cette l'individuation demande qu'on plonge une bonne fois pour toutes et qu'on traverse une dépression. C'est pas fantastique. En Occident, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Et pourtant, apparemment, ce serait le mal nécessaire. Alors, on peut vivre aussi des mélancolies. C'est ce que décrit Homère dans l'Odyssée, notamment. Quand Ulysse est coincé chez Calypso, il est dans une mélancolie. Donc, la mélancolie est le symptôme d'une nuit noire de l'âme. Et après, dans la quarantaine, il y a Uranus qui vous dit qu'il est temps de changer de décor. C'est ça, les fameux 40. Alors, on change de bonhomme, on change de nana, on change de boulot, on déménage, on repart à l'autre bout de la terre, les gamins, on n'en peut plus. D'accord? On a à nouveau 15 ans, qu'est-ce que je vais foutre encore 40 ans à vivre? Bon, Uranus commence à nous secouer le cocotier. Et il y a aussi Neptune qui va arriver, qui va faire son show, qui va bien nous fatiguer, puis qui va nous demander aussi plus de temps, plus de silence, plus de calme. On le voit bien, hein? Or, on est dans une société, en fait, d'hyperactivité qui nous empêche. On est tout le temps extérieur à nous-mêmes. Or, quand on va sur une grille de lecture individuelle, on a un besoin urgent de temps, de silence, d'espace. De plus être bousculé. De plus être bousculé. De vide. Mais on a aussi besoin... Alors, il y a des mondes de solitude, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille, mais on ne peut pas œuvrer seul. Donc, à un moment donné, on se rapproche aussi d'autres collectifs pour pouvoir, en fait, œuvrer à plusieurs. Et là, on commence à tendre vers la transpersonnelle. Mais, une fois de plus, on a le choix. Donc, oui, la quarantaine est faite pour. C'est une fenêtre de tir. Et c'est souvent la cinquantaine, au retour de Chiron, si on n'a pas tellement écouté les dieux intérieurs durant cette décennie, qu'on commence à le sentir passer. Et là, ce serait dommage de passer à côté quand même.
Ta cinquantaine peut être très belle. Il a 70 ans, c'est quoi? Alors, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Ah bah, tu vois. Ah non, je suis pas sage. Je suis trop bélier. Je suis pas sage du tout. Je fais des trucs. J'ai 15 ans. Hein. Mais, et vous vous sentez bien comme ça? Bah, j'ai des moments aussi de mélancolie quand même. Hein. Bah oui, de fait. Mais moi, je suis un peu folle dingue aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que Je vous suis libre. vous acceptez dans cette liberté? En fait, ça doit être là la sagesse. Mon vécu aussi. Ah. Voilà. Vous avez dit. Exactement. C'est plus le vécu, Ouais. l'éducation, beaucoup plus que nos mythes. Nos mythes sont des alliés, en fait. Oui, c'est là où je comprends pas pourquoi, enfin je comprends, oui. Pourquoi on met autant d'importance dans les mythes, et les, enfin comment dire, dans le thème astrologique, faire appel autant aux mythes et divinités. Parce que c'est des légendes, c'est des, voilà, pourquoi on... Mais le symbolisme est vivant. Rappelez-vous Notre-Dame quand elle a brûlé. Notre-Dame quand elle a brûlé. Vous avez tous vu ces images. On peut être croyant ou pas croyant, peu importe. Mais la majorité des gens, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ça nous a touchés. Parce que c'est un symbole, en fait, qui a été brûlé. Et ce symbole, en fait, s'il nous touche, c'est parce qu'il est dans nos tripes. Il est en nous. Et c'est ce qu'il avait très bien compris, l'ami Jung. Donc, moi, je trouve, pour ma part, quand on travaille sur l'inconscient individuel, on est très enfant intérieur, mes besoins, mes 5 blessures de l'âme, vous les connaissez? L'abandon, le rejet, le machin. Moi, ce que je vois, au bout d'un moment, c'est des gens qui tournent en rond, qui restent là-dessus et qui n'arrivent pas à séparer l'enfant intérieur de l'adulte qu'ils sont devenus. Oui, mais c'est ma vérité, c'est ta vérité. Mon Dieu, que c'est bourré d'agressivité derrière ces phrases-là. Or, l'inconscient collectif, on le voit notamment chez les analystes jungiens, pour les citer, par l'étude des rêves. On étudie beaucoup les rêves en analyse jungienne. Il y a souvent des archétypes qui apparaissent dans les rêves d'une manière ou d'une autre, ça peut être sous forme d'animaux, par exemple. Eh bien, en fait, dans l'analyse, c'est ce qu'on voit, c'est assez intéressant, c'est qu'on arrive à séparer, sans se dissocier, on arrive à séparer la personne que l'on est et tout ce théâtre intérieur qui est en jeu. Et on cherche un moyen, en fait, de collaborer avec ça. Donc ça demande effectivement de l'introspection, du silence, on y revient, sagesse, prière, souffle, respiration, etc. C'est toujours la même chose. Hamac. Aussi, une bonne bière, une petite blonde bien fraîche à 18h le soir, tranquille. On est d'accord? Mais du coup, on peut passer une incarnation entière sans... À côté de son thème. Sans lecture individuelle, ouais, à côté de soi. Ah, mais on peut même passer complètement à côté de son thème. En général, c'est ce qu'on voit en consultation, plus il y a des traumas lourds, des traumatismes lourds, plus la personne est dissociée. Donc elle est complètement coupée de ses mythes. Et c'est pour ça que dans le thème de naissance, en fait, on peut effectivement faire des erreurs d'interprétation. On n'est pas à l'abri de ça. L'astrologue reste un être humain, qui est projectif aussi. Mais en général, plus on est dissocié, plus la personne, elle n'entend pas ce qu'on lui dit dans le thème. Elle n'entend pas. Le contact avec les dieux, même l'inconscient, il n'est pas au rendez-vous. Donc, le risque étant malheureusement qu'elle passe à côté de son mythe. C'est ce qu'on appelle Les portails organiques. Ah, je ne connais pas les portails organiques. Non, je suis navrée, je ne connais pas. Vous attendez l'apéro, hein, c'est ça? Non, du tout. Si, je suis sûre qu'il y en a qui attendent l'apéro ici. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut continuer autour de l'apéro. On peut continuer autour de l'apéro. Père Pal Nord, très bien. J'avais une réflexion parce qu'en fait, une fois j'avais fait mon thème astral et la personne qui me l'a fait, elle m'avait dit que l'ascendant a plus de résonance. Voilà, le terme qu'elle utilisait, c'est l'ascendant, c'est là où on doit aller en fait. Non, enfin, je me souviens plus exactement. Alors, effectivement, l'ascendant, première maison. Oui. L'ascendant, là où il va se placer dans un signe, ce sont des qualités qu'on doit aller chercher et développer. Voilà, c'est ça. Le signe solaire, c'est tout le temps là. L'ascendant, et c'est pour ça quand on dit que l'ascendant prend le dessus dans l'existence, c'est là encore une autre légende urbaine, c'est qu'en fait l'ascendant, il faut aller chercher les qualités et les conscientiser. Donc imaginez un ascendant scorpion. Je n'ai que des qualités.
Je n'ai que des qualités. Pour ça, quand on me demande donne-moi 3 qualités, 3 défauts, je commence par les défauts, comme ça c'est clair. Non, mais aller chercher l'ascendant, on dit très poétiquement que les promesses de l'univers se tiennent dans l'ascendant, dès l'instant où en fait on l'honore. Alors, dès l'instant où on va incarner l'ascendant, parce que l'ascendant nous emmène dans la vie, c'est symboliquement très proche du bélier, c'est pour ça qu'on dit qu'il nous emmène dans la vie, mais dès l'instant où on conscientise les qualités de l'ascendant, en fait, à partir de là, le thème de naissance, le symbolisme du thème de naissance prend une expansion beaucoup plus large. Ça, en fait, on se met au service de quelque chose en allant incarner l'ascendant. J'espère que vous avez pu apprécier cette conférence. Merci à Audrey d'être venue, c'était très sympa de sa part, sans demander aucune rétribution pour cette présentation. Donc Audrey a un site internet, audreychevalier.fr. Elle y propose des consultations pour l'étude de votre thème astrologique, des propositions de consultations thérapeutiques. Elle y tient un blog où elle poste des articles et elle propose aussi donc sa formation en astrologie humaniste. Elle a aussi une chaîne YouTube qui se nomme Le Sentier des Pléiades. Je vous mets tous les liens en description. Prenez soin de vous et à bientôt.